Des gosses d'assister comme vous. Votre mère de ghetto ne peut probablement même pas se payer une voiture. Elle vous dépose à vélo comme les cas de charité que vous êtes. Carson Davis n'attendit pas de réponse. Il attrapa le sac à dos de Blake et le lança à travers la cafétéria. Il explosa contre le mur. Puis il balaya leur plateau repas par terre. La nourriture que leur mère s'était levée à l'aube pour préparer était maintenant éclaboussée sur la seule chemise propre de Brin. Voilà ce qui arrive quand les écoles baissent leurs exigences pour la diversité, annonça Carson devant 200 élèves qui regardaient. Les téléphones filmaient déjà. Ils laissent entrer des gens qui n'ont rien à faire ici. Reed Taylor écrasa les sandwichs de leur mère, les broyant dans le sol. Blake se leva lentement, chacun de ses gestes trop contrôlés. Brin ne pleura pas, elle se contenta de fixer Carson avec des yeux qui auraient dû l'avertir. On s'en souviendra, dit calmement Blake. Carson éclata de rire. 72 heures plus tard, il serait à genoux exactement à cet endroit, suppliant les jumeaux de lui pardonner devant toute l'école. L'incident de la cafétéria n'était que le début. Ce que Blake et Brin Brooks ne montrèrent pas à ce moment-là, c'était le schéma qu'ils subissaient depuis le premier jour à Riverside Prep. Jour 1, le bureau de la conseillère d'orientation. Madame Patterson souriait d'un sourire qui ne touche pas les yeux. Alors, basket ou athlétisme? Demanda-t-elle. Le dossier de Blake était posé sur son bureau, des scores parfaits en calcul et en physique, finaliste national au mérite. Elle ne l'avait pas ouvert. Nous nous intéressons au programme STEM avancé, dit prudemment Brin. Nous avons tous les deux été qualifiés grâce à nos résultats aux examens d'entrée. Madame Patterson cligna des yeux. Oh, eh bien c'est ambitieux. Mais une personne vit les choses autrement. Sarah Ashley Martin était assise 3 tables plus loin ce jour-là, téléphone à la main comme tout le monde, mais elle ne riait pas. Elle observait les visages des jumeaux, la façon dont ils ne cédaient pas, ne suppliaient pas, nettoyaient simplement le désordre avec dignité. Elle avait voulu se lever, dire à Carson qu'il avait tort, mais son doigt resta suspendu au-dessus du bouton « Partager ». Elle se détesta pour sa pointe. Coach Anderson le vit aussi. Je suis passé juste devant la cafétéria quand les plateaux ont touché le sol. J'ai tout vu. Plus tard, quand un autre professeur en parla, il haussa les épaules. Les enfants resteront des enfants. Ils établissent la hiérarchie. Le principal Wilson fut pire. Quand Diane Brooks appela l'école ce soir-là, épuisée par un double service à l'hôpital, la secrétaire du principal prit un message. Il rappela 2 jours plus tard avec une patience bureaucratique. Madame Brooks, nous avons examiné l'incident, et il n'y a pas de preuve claire de harcèlement ciblé. Parfois, les élèves ont du mal à s'adapter à la culture de Riverside. Peut-être que Blake et Brin seraient plus à l'aise dans une école mieux adaptée à leur milieu. Traduction, partez. Vous n'avez rien à faire ici. Ce soir-là, Blake et Brin s'assirent à la petite table de la cuisine. Leur mère dormait sur le canapé, un autre service de nuit commençant à 6 heures. Leur petite sœur, Emma, 6 ans, fixait une vieille photo sur l'étagère. 2 enfants de 7 ans sur un podium, médaille d'or autour du cou, la main de leur père posée sur leurs épaules. Pourquoi vous ne faites plus de karaté? Demanda Emma. La mâchoire de Blake se crispa. C'était il y a longtemps. Mais vous étiez si doué. Papa disait que vous étiez des champions. Papa n'est plus là, dit doucement Brin. La mort de leur père et la jambe brille. Ceux de leur mère avaient mis fin aux médailles et aux uniformes et forcé une promesse à l'hôpital. Nous arrêterons de concourir, nous nous concentrerons sur l'école. 7 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient mis les pieds dans un dojo, mais la mémoire musculaire demeurait. Blake pratiquait encore ses katas chaque matin. Cette promesse de laisser cette vie derrière eux pesait sur eux. Brin fixait sa chemise trempant dans l'évier. Leur seul vêtement décent et les repas préparés par leur mère étaient piétinés. On pourrait mettre fin à ça demain, dit-elle doucement. Blake regarda les lumières de la ville. Maman nous a fait promettre. Nous sommes ici pour l'éducation, pas pour l'exhibition. Et s'ils ne nous laissent pas être éduqués? La question resta suspendue comme de la fumée. Papa disait qu'une ceinture noire était une responsabilité. Nous protégeons les gens. Nous ne les punissons pas, dit Blake. Peut-être que nous protéger signifie leur montrer qui nous sommes vraiment, répondit Brin. Aucun denu de réponse. Pas encore. Dès l'autre côté de la ville, Carson publia une autre vidéo moqueuse. Les vues grimpaient, les commentaires devenaient vicieux, et au matin, toute l'école en parlerait de nouveau. Les jumeaux étaient restés silencieux pendant 5 jours, patients, dignes, contrôlés. Mais le silence n'est pas la reddition, c'est une stratégie. Carson allait bientôt découvrir ce que cela signifiait vraiment. Mercredi,
assemblée à Riverside Prep. 3 millions de vues de Carson rejoint l'incident de la cafétéria circulait pendant la nuit. Téléphone sorti, chuchotement qui se propageait. Le principal Wilson annonça joyeusement. Dans le cadre de notre engagement envers l'inclusivité, j'aimerais inviter nos nouveaux élèves sur scène, Blake et Bryn Brooks. Les jumeaux se figèrent. Le pied de Carson surgit dans l'allée. Blake le vit venir mais ne put l'arrêter. Les rires éclatèrent. Quelqu'un lança une boule de papier qui frappa Bryn à la tête. Le principal Wilson s'éclaircit faiblement la gorge. Étudiants, montrons du respect. Mais Carson monta sur scène. Puisqu'on les accueille, pourquoi ne pas voir ce qu'ils savent faire? Quelles compétences spéciales leur ont permis d'entrer ici? Bryn s'avança vers le micro, la voix ferme. Nous savons nous défendre. Si Carson veut voir de quoi nous sommes capables, nous serons heureux de le démontrer. Silence choqué. Carson eut un sourire carnassier. Ah, ça y est. Vendredi, après les cours, au gymnase, toi et Reed contre nous. Une démonstration de combat pour toute l'école. Pas un combat, corrigea Bryn. Une démonstration, approuvée par l'école. Montrer à tout le monde ce dont nous sommes capables. Carson accepta. Les enjeux furent fixés. Si Blake et Bryn gagnaient, Carson s'excuserait publiquement. Si Carson gagnait, les jumeaux devraient quitter l'école. L'assemblée se dissout dans le chaos alors que les téléphones s'allumaient. En quelques minutes, Riverside Showdown était en tendance. Les paris favorisaient Carson. Personne ne croyait que les jumeaux pouvaient gagner. Coach Anderson prit Carson à part plus tard. Tu es sûr de toi? Ces gosses sont fluets. Tu pourrais vraiment les blesser. Carson sourit. C'est le but. Ils doivent apprendre leur place. Le coach fronça les sourcils mais acquiesça. Garde sa propre. Pas de blessure grave. Je ne veux pas de procès. Ne t'inquiète pas, coach, dit Carson. Je serai doux au début. De l'autre côté du campus, Blake et Bryn restaient silencieux, le poids de leur décision s'abattant sur eux. Maman va l'apprendre, chuchota Bryn. Blake hocha la tête. Oui, et elle se souvient. Ras de la promesse qu'on lui a faite. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Après une longue pause, Blake répondit, papa disait toujours qu'être ceinture noire, c'est savoir quand se battre et quand s'éloigner. On s'est éloigné 5 jours durant. Peut-être qu'il est temps de tenir bon. 7 ans sans compétition. 7 ans à se cacher. Vendredi, dit Bryn. On fait ça à la manière de papa. Contrôlé, précis. Juste assez pour donner la leçon. Juste assez, confirma Blake. Dehors, le soleil se couchait pendant que leur mère terminait un autre service à l'hôpital, sans se douter qu'en 72 heures, ses enfants briseraient la promesse qu'il lui avait faite 7 ans plus tôt. À la fin du mercredi, la vidéo de l'assemblée avait été partagée 10 000 fois. Les termes se répandaient partout. Table de la cafétéria, discussion de groupe, Instagram. Si les jumeaux perdaient, ils devraient s'excuser et changer d'école. Si Carson et Reed perdaient, ils devraient admettre avoir menti et accomplir 50 heures de service communautaire. Jeudi matin, Carson fanfaronnait devant son casier. Au premier coup dur, ils plieront. Je m'entraîne depuis mes 10 ans. Reed a le poids. Ce sera fini en 1 minute. Un clip atteignit 1 million de vues à midi. Les côtes étaient cruelles, 15 contre 1 contre les jumeaux. Personne ne croyait en leur victoire. Personne sauf Sarah Martin, dont la recherche nocturne ne trouva aucune trace de leur passé en arts martiaux, ce qui la rendit seulement plus méfiante. Jeudi après-midi, coach Anderson convoqua une réunion avec le principal Wilson, Carson, Reed et les jumeaux. Contre son instinct, Wilson donna son accord. Règle, pas de coup au visage, pas de blessure grave. Le premier à céder ou à marquer 3 points l'emporterait. Carson ricana. Quand ils perdront, ils s'excuseront à l'assemblée de lundi. Ils admettront qu'ils n'ont pas leur place. Et ensuite, ils partiront. Et quand tu perdras, dit doucement Bryn, tu t'excuseras pour chaque remarque raciste que tu as faite et tu serviras 50 heures à aider les autres. Carson sourit. Bien sûr. Quand je perdrai, ce qui n'arrivera pas, ce soir-là, Diane Brooks rentra épuisée, trouva le message vocal. Son visage se durcit. Elle confronta ses enfants. Vous aviez promis. Plus de compétition. Plus de violence. Ce n'est pas de la violence, maman, dit Blake. C'est de la justice.
La justice qui ressemble à de la violence reste de la violence. Silence. Puis Diane demanda, qu'est-ce qui se passe si vous gagnez? Il s'excuse. Et si vous perdez? On ne perdra pas, dit Blake. Elle vit dans leurs yeux le même regard que portait autrefois leur père. Calme. Concentré. Inébranlable. Finalement, elle murmura. Votre père disait qu'une ceinture noire est une responsabilité. Protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Nous nous protégeons nous-mêmes, répondit Blake. Et les prochains enfants après nous. Diane ferma les yeux, se souvenant de son mari, se souvenant de leurs promesses. Enfin, restez contrôlés. Ne leur faites pas plus de mal que nécessaire. Montrez-leur la vérité. Et demain, je serai là. Cette nuit-là, Bryn sortit une boîte cachée. Médailles, photos, fantômes de ce qu'ils avaient été. Séoul, championnat du monde junior. À 7 ans, ils étaient les plus jeunes champions de l'histoire. Des 10 parfaits. Une ovation debout. La fierté de leur père. 6 mois plus tard, la tragédie, l'accident qui le tua, brisa la jambe de leur mère et mit fin à tout. À 8 ans, ils avaient promis. Plus jamais point, mais les promesses faites dans le deuil ne pouvaient pas effacer que. Ils étaient. Blake s'entraînait encore en secret. Bryn pratiquait encore le contrôle. Ils n'avaient jamais cessé. À l'aube, ils murmurèrent les paroles de leur père. La vraie force, c'est savoir quand se battre et quand s'éloigner. On s'éloigne depuis 7 ans, dit Bryn. Peut-être qu'il est temps de tenir bon. Cette fois, répondit Blake, on leur montre la vérité. Qu'on a notre place. Vendredi arriva comme une tempête. À 15h30, le gymnase était bondé. 400 élèves attendaient autour du tatami. Carson pensait affronter des cas de charité. À la place, il s'apprêtait à affronter des légendes. Les légendes ne supplient pas. Elles ne plient pas. Elles enseignent. Et Riverside Prep allait apprendre. Les téléphones étaient partout. Carson et Reed arrivèrent en avance, faisant de l'ombre, s'étirant, jouant pour la foule. Carson portait un équipement de sport coûteux, confiant. 30 secondes, dit-il à haute voix à Reed. Au premier coup dur, il s'écroule. La cagnotte des paris se ferma. Les cotes étaient de 20 contre 1 contre les jumeaux. $500 sur Carson. Personne n'avait parié sur Blake et Bryn, sauf Sarah Tashley Martin, qui avait cherché pendant des jours sans rien trouver. Aucun dossier d'arts martiaux. Ce n'était pas normal. C'était intentionnel. À 15h45, Blake et Bryn entrèrent. Rire, murmure, soupir. Ils semblaient frêles, habillés simplement, pieds nus. Mais leurs visages calmes coupèrent le souffle de Sarah. Pas de peur, seulement de la certitude. Diane Brock se suivait, boitant sur sa jambe blessée, les yeux brûlants. Elle avait pris sa journée pour voir ses enfants briser une promesse vieille de 7 ans. La foule remarqua. Ils n'ont pas encore été touchés. Les jumeaux n'attaquaient pas, ils respiraient simplement, réguliers, tandis que Carson et Reed s'essoufflaient. Blake attrapa le poignet de Carson en plein coup, ses doigts comme du fer, puis relâcha. Les yeux de Carson s'écarquillèrent. Reed fonça, Bryn le fit pivoter au sol avec un contrôle sans effort. Des halètements remplirent le gymnase. 90 secondes. Carson se retrouva seul, le sourire effacé, la panique s'installant. La défense de Blake changea, attrapé, guidé, jamais frappé. Chaque mouvement ressemblait à une correction, pas à un combat. Les téléphones s'abaissèrent. Les élèves ne filmaient plus, ils regardaient. Ce n'était pas un combat. C'était de la maîtrise. Il montre de la clémence, chuchota quelqu'un. 2 minutes. Carson était épuisé, tremblant. Reed restait assis, stupéfait. 34 coups lancés. 0 réussi. Les jumeaux n'avaient même pas transpiré. Qu'est-ce que vous êtes? Halta Carson. Nous sommes des élèves, comme toi, répondit calmement Blake. Nous avons notre place ici. Nous n'avons pas besoin de le prouver en blessant des gens. La foule resta figée, admirative. Carson comprit la vérité, ils n'étaient pas à leur limite. Il se retenait. Tout ce qu'il avait bâti, force, domination, s'effondrait en 2 minutes. Désespéré, Carson saisit un poids de 2 kilos. Contre les règles, imprudent. Il le balança. Des cris jaillirent.
Diane avança, trop loin. Blake eut une seconde. Il fit un pas, posa sa paume sur la poitrine de Carson, le redirigea avec précision. Carson trébucha, le poids tomba, et il s'assit lourdement sur le tatami indemne, neutralisé. 8 secondes. Un geste. Silence. Blake resta calme, main tendue. Compassion, pas triomphe. Carson ne put l'accepter. Brisé. Coach Anderson siffla, mais le résultat était évident. Les jumeaux avaient gagné sans frapper, sans transpirer, sans blesser. Alors la voix de Sarah Martin résonna. Attendez. Je les connais. Elle leva son téléphone, une vieille vidéo. Granuleuse, 7 ans plus tôt. Une arène, 8000 personnes acclamant. 2 petites silhouettes en uniforme blanc exécutant une performance parfaite. Blake et Bryn Brooks, 7 ans. Championnat du monde junior de taekwondo. Médaille d'or. Plus jeune champion de l'histoire. Coach Anderson s'avança. Ceci est une démonstration, pas une bagarre de rue. Pas de coup au visage, pas de blessure. Le premier à céder ou à marquer 3 points gagne. Ma décision est finale. Carson sourit. Les jumeaux s'inclinèrent, provoquant des ricanements parmi les élèves. Commencez. Carson se jeta sur Bryn, le poing visant son épaule. Elle se décala, il frappa dans le vide. Reed frappa Blake. Blake se baissa, fluide, précis. 4 attaques, aucune ne toucha. Carson marmonna, coup de chance, et attaqua de nouveau. Bryn bougeait comme l'eau, un jeu de pied minimal, parfait. Blake redirigea la charge de Reed d'une simple touche. 15 secondes, 8 coups portés, toujours 0 contact. La vidéo se répandit dans le gymnase en quelques secondes. Les commentaires des juges défilaient, prodige. Futurs Olympiens. Note parfaite. Coach Anderson prit le téléphone, les mains tremblantes. Il regarda l'écran, puis les jumeaux, puis Carson au sol. Vous vous êtes retenu, murmura-t-il. La voix de Blake était basse. Oui. Nous avons pris notre retraite il y a 7 ans après la mort de notre père. Nous avons promis à notre mère plus de compétition, plus de violence. Nous avons tenu cette promesse jusqu'à aujourd'hui. Tu aurais pu les détruire, dit Coach Anderson. Oui, répondit simplement Bryn. Mais vous ne l'avez pas fait, ajouta Blake. Parce que notre père nous a appris qu'une ceinture noire n'est pas ce que tu peux faire, mais ce que tu choisis de faire. La foule tomba dans un silence religieux, réalisant que les jumeaux que tout le monde avait moqués étaient des légendes, des enfants prodiges qui avaient régné sur la scène mondiale. Ils avaient choisi la clémence, pas la domination. Carson, encore assis, comprit enfin. Il n'avait pas seulement harcelé de nouveaux élèves, il avait tourmenté des champions retraités qui auraient pu l'humilier en quelques secondes. La honte l'écrasa. Le téléphone de Sarah rejoint une vidéo. 2 enfants de 7 ans sur un podium, médaille d'or brillante, les mains de leur père posées sur leurs épaules. La dernière joie avant la tragédie. Le principal Wilson resta figé. Il leur avait dit un jour qu'ils n'avaient pas leur place, mais les voilà, champions du monde. Son téléphone confirma, top 5% aux examens, bourse de mérite complète. Son visage devint livide. Carson se releva maladroitement. Je ne savais pas, tu n'as pas demandé, dit fermement Blake. Tu as supposé. La voix de Bryn était glaciale. Nous avons mérité nos places aussi. Vérifiez les dossiers. La voix de Carson tremblait. J'avais tort. J'avais peur que vous soyez meilleur. Je suis désolé. Reed fit un pas en avant. Moi aussi. J'ai ri, filmer ça me rend coupable aussi. Blake hocha la tête. Nous l'acceptons. Ce qui compte, c'est ce que vous ferez ensuite. Vous ne pouvez pas réparer ça, dit Bryn. Mais vous pouvez commencer par dire la vérité. Blake se tourna vers la foule. Papa disait toujours, vois l'histoire derrière le visage. Vous avez vu notre peau, notre milieu, et vous avez décidé que nous n'avions pas notre place. Nous avons arrêté de concourir il y a 7 ans pour honorer notre père et notre mère. Face au harcèlement et à l'humiliation, nous sommes restés silencieux parce que la vraie force, c'est choisir d'enseigner, pas de détruire. Les élèves effacèrent les vidéos de Carson. Sarah fit un pas en avant. J'ai regardé sans rien faire.
Ça s'arrête aujourd'hui. Elle mit en ligne la vidéo du championnat. En quelques minutes, elle se répandit et la voix du principal Wilson tremblait. Cette école vous a trahi. Je vous ai trahi. À partir d'aujourd'hui, formation du personnel contre les biais, conseil de diversité pour les élèves, révision des politiques. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. Coach Anderson se tourna vers les jumeaux. Aider à enseigner les arts martiaux. Pas comme élève, comme instructeur. Carson demanda, est-ce que vous m'enseigneriez? Pas seulement à me battre, le respect, la discipline? Blake l'étudia. Cela veut dire affronter ton propre reflet. Tu peux supporter ça? Je viens de m'affronter devant 400 personnes, répondit Carson. Je peux le supporter. Il serra la main de Blake. Pas encore le pardon, mais un commencement. Leur mère les serra dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Vous êtes resté fidèle. Votre père dirait que vous avez gagné 2 fois aujourd'hui, le combat et vos âmes. Est-ce que ça veut dire qu'on peut refaire du karaté? Demanda la petite Emma Point. Peut-être, dit doucement Blake. Mais si on le fait, tu apprendras ce que papa nous a transmis. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de savoir qui tu es. En partant, Sarah continua de publier, s'assurant que la vérité se répande. Lundi, la vidéo atteignit 10 millions de vues, non pas celle du combat, mais celle de la Clémence. Riverside Prep commença à changer. Les élèves prirent la parole, les professeurs remirent en question leurs présupposés. Carson accomplit ses heures de service et fut le premier à rejoindre le cours d'arts martiaux des jumeaux. Sarah lança un podcast sur leur histoire. Quelque part au-delà, Daniel Brock souriait. Est-ce